6h-9h, Paléo Futur. Antoine Drou, Laurent Haug. Laurent Haug, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, investisseur en technologie numérique. Pendant tout l'été, vous nous plongez chaque samedi dans le passé, dans notre histoire, pour mieux comprendre notre société actuelle, pour mieux appréhender la manière dont tout est aujourd'hui bousculé. Il y a aux États-Unis un président qui passe tellement de temps sur Twitter que le monde politique américain est plus attentif à ce que le président tweete qu'à ce que dit son porte-parole en salle de presse. C'est complètement inédit en communication politique. Ça semble inédit, en effet, de se faire élire avec un jet privé et un compte Twitter. Et pourtant, dès 2008, on a vu que Barack Obama est arrivé au pouvoir. À l'époque, on disait grâce aux réseaux sociaux. En 2012, on avait dit grâce à sa compréhension des big data. Et en fait, si on remonte dans le passé, on trouve plein d'exemples d'hommes politiques qui arrivent à prendre le pouvoir grâce à une compréhension avancée des nouveaux médias. Il y a l'exemple de Kennedy, qui a été élu face à Nixon en comprenant à l'époque l'importance de quelque chose de nouveau, qui était le débat télévisé. Il y a un autre exemple assez fascinant et peu connu dans les années 70, qui est l'Ayatollah Khomeini, qui a fait circuler ses discours sous le manteau en utilisant un bon vieux média, la cassette audio. Terrible ça, terriblement efficace. On appelle donc nouveaux médias des médias qui finalement n'ont rien de nouveau. Dans le fond, non, rien de nouveau dans les outils d'échange de socialisation. Dans son excellent livre The Writing on the Wall, le correspondant technologique de The Economist, Tom Standage, raconte que sur les murs de Pompéi, on a retrouvé des graffitis. Alors, il y avait différents types de messages. Il y avait des messages politiques. Je cite... Vesonius Primus appelle à l'élection de Gnaeus Helvius comme édile, un homme digne de fonctions publiques. Il y a aussi des annonces d'événements. 30 paires de gladiateurs fournis par le magistrat Gnaeus Alius avec leurs suppléants se battront à Pompéi les 24, 25 et 26 novembre. Ouais, donc ce qu'on apprend dans ce livre, The Writing on the Wall, l'écriture sur le mur, le graffiti, donc, c'est que Twitter serait une extension du graffiti, un concept forcément aussi vieux que l'invention de l'écriture. C'est pas toujours de très haut vol et c'est un peu la même idée en effet. Donc à Pompéi toujours, on a retrouvé des mots d'un gladiateur appelé Céladus qui se vantait de, je cite, faire soupirer les filles. Et il y a même un certain Secundus qui n'imaginait pas qu'en 2017 on parlait de lui à la radio suisse romande et qui a écrit pour la postérité avoir déféqué à Pompéi. Donc voilà, c'était pas toujours très intéressant. C'est quelque chose qu'on a beaucoup dit aussi de Twitter. Et il y avait aussi des petites annonces. Il faut savoir que on utilisait ça aussi pour connecter les gens et, je cite, allouer à partir du 1er jour de juillet prochain un magasin et une maison dans le quartier Arnus Polio appartenant à Gnaeus Aelius. Les locataires peuvent postuler à Primus, son esclave. Donc on renvoyait directement les futurs locataires vers l'esclave. Et dans la Rome antique, on écrivait aussi des lettres sur des petites tablettes de cire qui du coup limitait beaucoup l'espace et ça rappelle la limitation des 140 caractères de Twitter. Et donc ces lettres circulaient entre destinataires mais il arrivait souvent qu'elles soient copiées et repartagées, ce qui rappelle furieusement le retweet pour ceux qui connaissent Twitter ou le partage sur Facebook. Et certaines de ces lettres étaient même interceptées et lues à haute voix et là on retrouve carrément l'idée de post public et donc l'idée du mur Facebook pour parler de ces idées avec le monde entier. On écrivait aussi déjà en langage SMS chez les Romains. J'imagine que les parents romains se plaignaient déjà de l'argot utilisé par les ados. Alors, à l'époque, c'est pas LMAO et WTF, mais c'est par exemple SVBEEV qui veut dire en latin si vales bene est ego valeo, qui en français veut dire si vous allez bien, c'est bien, moi aussi. Suivant. Passe l'épaisse et sois bien à l'aise. Mais comment ça s'écrit ça? Inscrit seulement au lait, on va pas y passer la journée. Et enfin, deux Gaulois. Oh, Astérix et Obélix, dépêche-toi, nous n'avons pas le temps. Aujourd'hui, au XXIe siècle, pour être efficace sur les réseaux sociaux, il faut être un influenceur. C'était quoi un influenceur dans la Rome antique ? Le succès à l'époque, c'était d'être copié. Donc, on faisait plusieurs choses. On envoyait ces lettres ou ces textes à des bibliothèques, qui étaient des lieux de passage dans lesquels d'autres personnes venaient recopier les textes. Et on essayait d'attraper l'attention des intellectuels de l'époque. Tout comme aujourd'hui, en effet, on va essayer de publier nos messages sur un maximum de plateformes pour toucher un maximum de monde. Et pourquoi pas
des influenceurs. Un des effets un peu pervers de ce système de circulation, c'est qu'il y avait des auteurs connus qui se retrouvaient avec des textes en circulation qui étaient signés par eux, qui portaient leur nom alors qu'ils ne les avaient jamais écrits. Un autre problème qu'il y avait déjà à l'époque, c'est le célèbre FOMO, pour Fear of Missing Out, la peur d'être laissé de côté. Et donc un certain Cicéron... La peur de manquer quelque chose. La peur de manquer quelque chose. Et un certain Cicéron, qui habitait loin de Rome, demandait à ses amis de lui écrire même s'il ne se passait rien. Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout. Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Les Romains, est-ce qu'ils étaient du coup déjà drogués aux réseaux sociaux comme nombre d'entre nous? En tout cas, Sénèque, qui est mort en 65 après Jésus-Christ, donc qui n'est pas tout jeune, se moquait déjà de ces Romains qui se jetaient sur les docks pour aller récupérer leur courrier à l'arrivée des bateaux. Donc ce reproche que les médias nous coupent du vrai monde, il a traversé les âges, on l'a tout le temps entendu. Aujourd'hui, c'est les ados qu'on dit cannibalisés par leurs écrans. Dans les années 50, les trains étaient remplis de gens qu'on voyait le nez collé dans leurs journaux. Voilà, mais finalement, les médias nous relient aux autres, et des fois de façon qu'on n'attend pas. C'est-à-dire que le Télégraphe, qui est pourtant un média dans lequel on ne se voit pas, a donné lieu à tout un tas de discussions entre personnes qui étaient physiquement à des milliers de kilomètres, qui échangeaient, et il y a même dans l'histoire un cas connu de mariage entre tourtereaux qui se sont rencontrés à travers le Télégraphe. Alors, il y a quand même pas mal de critiques négatives, mais il y a aussi des utopies incroyables. On a quand même beaucoup mis en avant le rôle de la circulation de l'information dans la promotion de la démocratie. Ces nouveaux médias s'accompagnent souvent de nouveaux espoirs. On pense que ça va empêcher les conflits, on pense que faire circuler l'information, ça va renverser les dictatures. Alors si on revient dans les années 80, en 1985, la création de CNN, le fondateur Ted Turner annonce, et je cite, « Avant CNN, 2 guerres mondiales, après, aucune ». Donc on retrouve cette idée que, en mettant les gens ensemble, on n'aura plus de conflits. À l'époque du télégraphe, on dit que c'est un outil qui va permettre de transformer les fusils en bougies. Très belle image. Et il y a 2 auteurs qui, en 1858, Briggs et Maverick, déclarent, je cite, « Impossible pour les vieux conflits d'exister maintenant qu'un instrument permettant l'échange d'idées entre les nations de la Terre a été inventé. » C'est vrai qu'on a toujours envie de croire que les médias, les nouveaux médias, seront utilisés à des fins de paix et d'éducation. On a pensé que la télévision, ça serait un formidable outil pédagogique, qu'Internet, ça serait idéal pour échanger le savoir scientifique. Et puis voilà, quelques années plus tard, on a la télé-réalité et les lolcats. En fait, ce que ça nous apprend... Les lolcats, les chatons, ça, exactement, les petites images des chatons qu'on reçoit tous les jours en quantité astronomique. Et en fait, les médias ne sont que le reflet de leurs inventeurs, de nous-mêmes, des êtres humains, avec ce qu'ils ont de bon et de moins bon. On a voulu croire que la circulation des ondes radio et télé avait, par exemple, contribué à faire tomber le rideau de fer, alors que, en regardant, on s'est rendu compte que les familles qui recevaient la télé de l'Ouest, les familles de l'Est qui recevaient la télé de l'Ouest, avaient en l'occurrence une vision de leur gouvernement qui était plus positive, peut-être en comparaison avec ce qui se passait dans des sociétés un peu plus libérales. L'accès à l'information ne garantit donc pas la démocratie et le soulèvement contre les régimes autoritaires. Pas du tout. Si on regarde le printemps arabe, par exemple, les pays qui se sont soulevés ont des taux de pénétration d'Internet inférieurs à des pays qui ne se sont pas soulevés, comme l'Arabie Saoudite, par exemple, qui est un des marchés numéro 1 pour Twitter. La technologie peut parfois même se retourner contre la démocratie. Il y a une histoire célèbre dans les années 70, quand la police est-allemande voulait savoir comment vivait une famille. On faisait venir les enfants, on leur demandait de dessiner l'horloge qu'ils avaient vue au journal télévisé. S'ils dessinaient une horloge avec des aiguilles, c'est qu'ils avaient regardé la télé de l'Est. S'ils dessinaient une horloge avec des chiffres, c'est qu'ils avaient regardé la télé de l'Ouest. Donc en faisant témoigner les enfants sur ce qu'ils avaient vu à la télévision, on pouvait savoir quel était le courant de pensée qui animait leur famille. Et un autre exemple célèbre, c'est l'Union soviétique, où les photocopieurs étaient marqués pour retracer l'utilisation qui pourrait être faite par les dissidents. Laurent Haug, entrepreneur, investisseur dans les technologies numériques, merci pour cette plongée dans l'histoire de ces réseaux sociaux antiques, de ces vieux nouveaux médias. Je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end. Palais au futur sur la première.